Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le symposium. Je m'appelle Darren Ashby et je suis le gestionnaire à Essor. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde que nous avons des services de traduction simultanée qui sont disponibles en français et en arabe. Vous pouvez choisir la langue que vous préférez et pour ce faire, vous pouvez cliquer en bas de l'écran sur le globe que vous allez trouver. Le symposium est organisé par l'initiative du patrimoine culturel de Açor. Açor est en train de célébrer son 10e anniversaire au cours de cette année. Açor a soutenu la préservation du patrimoine culturel dans l'Asie et dans l'Afrique. Et nous avons des académiciens, des professionnels et des membres de la société civile qui sont dans le domaine du patrimoine culturel. La session d'aujourd'hui porte sur la protection du patrimoine culturel cela fait l'objet d'une collaboration intense entre les différents membres du patrimoine culturel. Nous avons des enregistrements que nous allons entendre. Ensuite, nous avons deux modérateurs de session. Lors de l'écoute de ces discussions, vous allez trouver les différents intervenants. Nous avons Dr Aïcha Rushi. Dr Amran est un professeur associé dans le département d'archéologie dans la faculté des arts. Il a une, euh, une licence et un master dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire de l'Université du Royaume-Uni. Docteur est en train, notre deuxième modérateur, qui est Madame Aïda Edrouchi, qui est une architecte libyenne. C'est une architecte libyenne qui a obtenu son doctorat en aménagement du territoire, planification, gestion et conception avec une spécialisation en préservation historique du Collège d'architecture de Texas Tech University aux États-Unis. Les recherches d'Edrouchi portent sur la planification de la préservation historique, histoire de la planification et le développement internationaux, la théorie critique, le développement inégal et les études scientifiques et technologiques. Elle examine aussi l'intersection entre la préservation, l'historique et l'urbanisation. Avant de céder la parole à nos modérateurs, j'aimerais donner la bienvenue à tous nos chers participants. Merci encore une fois d'être ici parmi nous et je cède la parole à Dr Aïda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Bonjour tout le monde, chères dames et messieurs, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à cette initiative de protection du patrimoine culturel. Je suis Areda Zerouchi et je suis également la co-modératrice euh, du centre historique de Tripoli. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais également tendre mes remerciements à tous les membres et les membres de l'équipe de Assor pour tout le travail laborieux qui a été élaboré. C'est vraiment un plaisir pour moi d'introduire notre premier orateur, Monsieur Geoff Browning. Il ne sera pas en mesure de contribuer dans la discussion de cette session, mais il y aura une présentation qui sera affichée et nous allons la présenter. Et si vous aurez des questions, nous allons essayer de vous répondre par la suite. Monsieur Geoff Belling va présenter son article intitulé Le patrimoine culturel dans les temps tumultueux, la participation collaborative au Soudan. Geoff Amberling est un archéologue et un curateur de musées spécialisé dans le patrimoine culturel de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Depuis 2016, il a travaillé avec une équipe soudanaise et internationale d'archéologistes et de conservateurs pour engager les communautés dans l'éducation et la préservation du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Jebel Barkal et sites de la région de Napatan.
Dans le nord du Soudan, ce travail a eu lieu durant une révolution populaire, un coup d'État militaire et actuellement une guerre civile en Soudan. Excusez-moi, je n'ai pas commencé à traduire parce qu'il s'agit d'une vidéo, mais je vais essayer de continuer la traduction. Je- il existe plusieurs objets que nous avons trouvés, y compris les os du roi. Depuis 2015, j'ai trouvé que les os du roi ont survécu. Je voulais savoir également si, par exemple, les gens, les ancêtres avaient été dotés d'une couleur de peau qui était foncée ou claire. Et j'ai trouvé des tendances de couleur foncée plutôt que des tendances pour une couleur claire pour la peau. Et c'est le cas pour la plupart des Arabes. J'ai eu des discussions avec des membres de la communauté et j'étais très impressionnée par les connaissances qui m'ont été communiquées à travers des membres de la communauté. Nous avons les chefs selon la terminologie arabe et nous avons des décorations peintes, des murs. Ce qui était intéressant, c'était intéressant d'apprendre davantage, de creuser davantage et de savoir plus. La motivation de la plupart d'entre nous lors de cette visite était de connaître davantage des éléments essentiels sur ces sites archéologiques. Les gens dans cette communauté étaient très intéressés de surmonter cette barrière. Nous avons essayé de discuter toutes les étapes pour développer une connaissance sur le centre de patrimoine culturel, mais permettez-moi de surligner quelques parties. Dans cette communauté, nous avons plusieurs éléments intéressants en matière de patrimoine culturel.
Nous avons mené des entretiens dans cette zone. Il y a une autre étape qui porte sur le développement de supports d'éducation et de formation dans les curriculums des écoles pour poser des questions et de savoir comment est-ce qu'on pourrait préserver le patrimoine ancien. Ils peuvent écrire leur propre nom dans les manuels. Nous étions également en mesure, même après la euh, guerre civile, d'inviter les membres de la communauté pour des opportunités d'éducation et avec les supports de formation qui ont été développés. Parmi les résultats anticipés dans le cadre de ce travail, il y a ce qu'on appelle, il y a un collègue qui s'appelle Anwar Mahdoud qui a été admis dans un programme de master. La communauté, l'approche d'engagement de la communauté a été poursuite et nous avons intégré plusieurs partenaires et nous avons travaillé sur la conservation de la zone du temple à Jebel Barkel. Comme vous pouvez le voir, le projet a été conçu de telle sorte qu'il y ait une coopération, une collaboration entre les équipes qui ont été mobilisées au Soudan et les partenaires à l'étranger. Monsieur euh, Monas- euh, Monastir Abbas et Suzanne Davis ont contribué et nous avons d'autres membres de la communauté qui se sont engagés dans ce projet. Comme décrit, nous avons travaillé sur un projet qui s'étale sur plusieurs années pour explorer davantage le patrimoine culturel de Jebel Barkal. Et nous avons travaillé sur des sites d'excavation et nous avons réalisé que nous avons trouvé plusieurs explorations et nous avons trouvé plusieurs statues dans le temple. Nous avons eu des visites également dans cette expédition. Les partenaires principaux dans ce travail je vais citer Monsieur Semi Alamine, qui est dans la partie droite de la photo. Et nous avions plusieurs personnes qui sont déplacées et qui et de 10 millions de personnes dans le monde qui sont déplacées. Le Soudan occupe une place très une, est classé comme le premier pays qui a des réfugiés dans le monde. Des millions de personnes sont des réfugiés suite à la guerre civile qui a eu lieu. Pour conclure, je voulais dire, sans avoir cette collaboration ou sans cette collaboration entre les différents intervenants, nous n'aurons pas pu avancer dans notre recherche. Et j'aimerais sensibiliser autour de moi les gens autour de la sensibilité et la fragilité de la situation au Soudan qui est très urgente. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moftah Hadden, je suis professeur en archéologie de l'université de Tarhouna en Libye. Je vous souhaite tous la bienvenue et je vais évoquer quelques éléments la protection, de la protection du patrimoine contre les pratiques illicites en Libye.
Nous avons plusieurs sites archéologiques et nous avons beaucoup de menaces quant aux sites archéologiques. Et ceci a augmenté, a surgi à cause des activités humaines. Et je voudrais souligner l'importance des actions de remédiation à ces pratiques. Je voulais souligner les risques majeurs qui sont liés à la destruction et à la dégradation de la situation des sites archéologiques. Je vais me focaliser sur la réclamation des terres et en adoptant des technologies euh, de télédétection telles que le SIG, le système d'information géographique, et d'autres. La question du domaine d'études est basée sur la zone de Slitten, où nous avons 20 km qui s'étale sur 20 km de sud de Slitten et 42 km de sud-est de l'Epix Magna. 720 mètres kilomètres carrés qui sont dominés par des agglomérations, surtout dans la partie ouest, et elle s'étale sur 40 kilomètres. Il semble que cette zone occupe une place importante pour, pour la partie ouest du pays. De point de vue archéologique, nous avons, nous avons une partie ou une zone qui est très dense en matière d'agglomération. Par exemple, le WAD de Wadi, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons un nombre très élargi de ruines romaines et nous avons plusieurs mesures qui ont été réalisées sur le site et il existe nous avons plusieurs activités qui empêchent la préservation de ces zones archéologiques et le patrimoine culturel de cette région. Nous avons surveillé la zone de Wadi Majid et nous avons identifié les données qui sont disponibles, telles que les activités de surveillance qui ont été entamées en 1986, 2011 et 2006. Nous avons traité les données à travers la digitalisation et la numérisation sur l'environnement QGIS et nous avons créé plusieurs cartes pour cette zone sur 500 mètres, un total de 500 anneaux sur cette zone. Deuxièmement, nous avons fait effectuer une comparaison entre les données et nous avons converti les données, nous avons converti les données spatiales vers des données cartographiques et nous avons établi plusieurs couleurs pour cette zone. Troisièmement, nous avons effectué une reclassification des, des parties de trame de ces différentes catégories pour présenter les niveaux de risque pour ces zones. Nous avons de 0 à 5 catégories. Nous avons 5 catégories et nous avons des niveaux de risque qui vont
plus élevé jusqu'au moins élevé. Nous avons décidé de concentrer la quatrième saison du travail. Le plan pour cette phase est basé sur le processus de surveillance. Nous avons dispersé également des informations et des données de surveillance basant sur des preuves archéologiques et des fonctionnalités archéologiques pour effectuer les mesures nécessaires et pour établir cette carte. Cette carte nous permet d'intégrer des analyses en télédétection et de réaliser une surveillance constante de la zone. Nous avons des menaces en matière de cartographie pour les sites archéologiques de la zone d'enquête. Nous avons constaté l'existence de certaines activités qui menacent la préservation. Nous avons des activités agricoles qui ont été réalisées sur la base de la réclamation des terrains et des parcelles agricoles dans la zone de Wadi Farm. Pour ce faire, nous avons, nous avons placé la réclamation des terres pour l'activité agricole dans la partie la plus importante qui menace ces sites archéologiques. Nous avons d'autres activités également, mais le résultat le plus important est que 16% de ces sites archéologiques qui ont été éliminés et supprimés. Et nous avons plusieurs activités qui menacent et qui empêchent la préservation de ces ruines. Et nous avons placé ces activités dans les catégories à risque. Les menaces futures. Pour la prévision des menaces futures, nous avons plusieurs modèles qui sont basés sur des hypothèses dans la zone objet de l'étude. Nous avons 5 mètres dans une zone de 500 mètres, ce qui permet de créer 200 anneaux dans la zone. Après la numérisation et l'analyse du modèle prédictif et le programme de QGIS, nous avons créé un modèle prévisionnel en augmentant le nombre de sites qui sont classés comme menaces très élevées. Deuxièmement, nous avons établi également les catégories qui s'élèvent à 100 anneaux dans le modèle prévisionnel, qui s'élève à 100 anneaux pour le modèle. En guise de conclusion, nous avons constaté que plusieurs sites archéologiques et plusieurs zones sont menacées grâce au département archéologique. Nous avons envoyé une lettre officielle aux autorités compétentes pour les informer des menaces que recouvre cette zone par rapport au patrimoine culturel, par rapport aux sites archéologiques. Et nous avons également contacté le département archéologique de Lytton et le chef de la police de tourisme et de la protection archéologique.
Ils se sont réunis pour discuter du problème et finalement, ils se sont consentis euh, de mettre en œuvre les actions urgentes suivantes. Premièrement, le département des Antiquités devrait mener une enquête sur terrain dans lesquelles les sites archéologiques, spécialement ceux qui sont menacés par l'activité d'extraction qui doivent s'arrêter pour empêcher la dégradation de la zone du point de vue archéologique. Deuxièmement, l'importance de la coordination et du travail conjoint entre la municipalité de Lisbonne et le bureau archéologique local par rapport à l'activité agricole et industrielle dans le sud de Vietnam, notamment par rapport aux sociétés d'extraction et d'exploitation des carrières pour donner des autorisations et des licences pour pratiquer ces activités dans de nouvelles zones. Troisièmement, prévenir sociétés d'exploitation de carrières d'opérer avant d'avoir des cartes officielles qui permettent de montrer la zone d'activité et ses frontières spatiales et d'informer le bureau archéologique local par rapport à la place aux endroits des activités appropriées sur la base desquelles le bureau devrait envoyer des inspecteurs sur terrain pour vérifier que les données et octroyer des permissions de pratique. Il n'existe pas de menace pour les sites archéologiques. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais parler dans le nord de l'ouest de l'Afrique, en Libye, et nous avons commencé à travailler sur la collecte des données et en particulier avec une attention particulière, disons, à tout ce qui est associé aux installations hydrauliques autour de différents éléments. Et nous avons essayé de collecter des données en relation avec l'anthropologie et avec les emplacements des Cyréniacas. Les données ont été basées sur des localisations aléatoires à travers la région, à partir de Benghazi, et ils ont été acceptés à partir de 50 kilomètres, et il y avait une zone qui a été limitée par le désert à 80 kilomètres. Maintenant, nous allons parler des installations et à travers des excavations qui cela a fait une grande différence. Ce sont des données qui ont été collectées à travers plusieurs types, type A, type B, type C, et il y avait plusieurs visites qui ont été réalisées au niveau des sites et avec des formes bien différentes. Et au cours de cette étude qui a été conduite à 60 kilomètres avec différents types de mines mortares et Olaria, un autre type. Il y a aussi des preuves archéologiques au niveau du bassin archéologique qui démontrent que c'est la partie la plus prévalente. Et nous avons inclus les différents producteurs sur ce type de site. 130 types de coupes ont été enquêtés et ils ont été enregistrés au niveau de l'enquête. Et ils avaient deux types avec l'anthropologie de ce type de presse-bed, disons, ils avaient une grande variation à travers des box, comme vous voyez ici sur cette coupe. Et cela a été beaucoup plus connecté à ce type de donc travaux, à ce type de
et avec différents types de distribution et des schémas de distribution. Et vous voyez ici le contrepoids Siononke. Donc, ce sont des types de contrepoids que nous avons détectés au niveau de ce type de mécanisme. La pression. Et nous avons utilisé à ce niveau les contrepoids. Et évidemment, cela est très logique dans ce type de zone parce ce sont des zones avec plusieurs reliefs. Et nous avons regardé les différentes pièces qui étaient disponibles dans des positions bien particulières. Et nous avons parlé de celles qui étaient fixes et qui étaient vraiment inclinées. Et lorsque nous avons aussi constaté des différences entre les poids, nous avons estimé le nombre ou la quantité qui était produite dans la zone, dans des endroits différents. Ces schémas qui ont été vraiment conçus, travaillent sur et fonctionnent sur l'extraction de plus de 10 000 kilogrammes d'huile. Et vous voyez ici sur ces photos-là, il y a trois différentes formes qui sont disponibles. Les quantités aussi qui sont là sur le côté droit. Vous pouvez voir aussi ce que nous avons trouvé à Tripoli, le centre de la Tunisie, ainsi que euh, la partie du Tripoli à côté du Sahara et une autre zone qu'on appelle Var, la province de Var. Et nous avons 3,6 millions d'huiles d'olive qui ont été pressées par an. Et cela couvrait les besoins de 150 000 personnes par an. Et là aussi, les habitants de la région comptaient de 250 000 personnes. Ce type d'industrie était vraiment bénéfique pour plus que la moitié de la population et qui étaient vraiment très importantes, en particulier ce type d'industrie qui était présente à l'époque. Là, lorsque nous regardons les zones il y avait plusieurs parties dans des dans des petits villages, d'autres dans des fermes fortifiées, grandes et petites fermes. Aussi, il y avait des fermes ouvertes et semi-ouvertes, petites et grandes. Euh, la superficie diffère. Et là, ils ont travaillé sur le fait de couper les pierres et les roches. Il y a la façon qui utilisait la pression et nous pouvons considérer que le travail était basé sur des groupes qui travaillent sur la partie historique ou, disons, du patrimoine de cette partie. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont en relation avec notre réalité. Si nous regardons la région, nous avons parlé qu'il y avait 9 villes côtières aujourd'hui dans cette région. Et depuis l'époque romaine, les zones rurales de Cyrénaïca étaient très difficiles dans des conditions particulières. C'était les zones les plus centralisées qui avaient vraiment la part la plus grande du marché. Et particulier, nous considérons ce type de poterie romaine.
c'est un type de poterie avec un bec bien étroit. Au cours de cette période, il y a eu un travail vraiment, un grand travail sur les villes côtières au niveau de la province de Barca. Nous avons travaillé, ils ont aussi travaillé sur la partie centrale pour vraiment fournir le marché avec l'huile, le vin et pour résumer, nous avons parlé, il y avait 100, depuis 115 années jusqu'à l'année 1990, il y avait une dégradation énorme dans ces zones-là. Et en réalité, il y a eu un problème en relation avec le manque de preuves archéologiques ou historiques de ce travail. Et il y avait vraiment des difficultés en termes d'excavation ou d'archéologie. Mais les aborigènes libyens n'avaient pas, ou les personnes, les originaires de cette région n'ont pas une idée sur cette histoire. Et la plupart de la population était sous l'Empire romain. Il y avait plusieurs choses que nous ne pouvons pas regarder en détail. Il y avait plusieurs termes qui étaient vraiment bien utilisés dans la zone et qui peuvent expliquer euh, si nous avons une idée sur la langue romaine à l'époque. Mais dans cette situation, je parle approximativement de travaux archéologiques et historiques dans des zones rurales ou dans des petites zones. Là, nous pouvons trouver quelques informations, mais comme nous avons évoqué déjà, on s'est focalisé auparavant dans les on s'est focalisé sur les grandes villes et sur les villes côtières. Et lorsque nous considérons l'économie régionale à cette époque, cela avait une influence sur aussi le marché international, tant qu'il y avait plusieurs détails et qu'ils étaient interliés. J'arrive à la fin de ma présentation, l'huile d'olive dans cette zone. Si vous souhaitez collecter plus d'informations, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations au niveau de ma présentation et au niveau de ce document qui a été déjà partagé avec vous maintenant. Je m'appelle Aïda Jlouchi et je vais présenter le document en relation avec la continuation dans la transformation du centre historique de la Libye. Et, et récemment, à travers le centre historique en, pour la préservation du patrimoine libyen. Cette étude a été basée sur des interventions qui ont eu lieu dans le quartier de Bulkhir depuis l'année 2010, depuis 1970 jusqu'à l'année 2022. Et nous avons parlé aussi de ce document qui est en relation avec l'étude et le changement qui ont eu lieu au niveau de la cité de la ville de Belkhir et la destruction du lien historique entre cette ville et cette étude a comme objectif de se focaliser sur les défis que nous rencontrons au niveau de la vieille ville de Tripoli à cause des eaux urbaines et la planification urbaine et l'extension urbaine aussi, ainsi que les difficultés que nous rencontrons
concentrant au niveau de la préservation des sites archéologiques et de centres historiques. Cette vieille ville est composée de deux parties. L'ancien, euh, euh, le fort qui est considéré comme étant une installation phénicienne et par la suite, il y avait plusieurs colonisations. La cité Belkhir est dans le cœur de la vieille ville de Tripoli et il représente un symbole historique depuis des décennies. Et c'est une intersection entre rue Al-Baïda et rue Omar al-Bakhtar et rue Al-Wedi. Et nous avons des documents qui ont commencé depuis le début du 19e siècle en relation avec toutes les activités qui ont été menées au niveau de, du voisinage de Belkhir, du quartier Belkhir. Et après la colonisation euh, italienne, c'était un projet dans le vieille ville avec les petites, avec le céramique sur les rues, l'architecture, les petites places, mais les installations au niveau de Belkhir n'ont pas bénéficié de la reconstruction depuis, de la rénovation depuis des années. Et vous pouvez regarder cette carte, vous pouvez voir le lien entre rue Omar Bertar et le quartier de Belkhir. Et cela représente une spécificité vraiment particulière avec une intersection de rue Rachid et quartier Belkhir. Et en 2022, il y avait une stratégie de faire une installation urbaine au niveau de la vieille ville et ils ont commencé à travailler sur ce projet et ils ont démoli plusieurs anciennes installations. Et cette démolition, la démolition de euh, deux grands bâtiments a détruit le lien entre le quartier Belkhir et et rue Omar el-Mokhtar. Cette étude reflète et se focalise sur les activités urbaines qui ont eu lieu au niveau de Cité Belkhir et qui ont eu un impact négatif sur la vieille ville de Tripoli. Il y avait plusieurs législations nationales, internationales aussi, et la Libye était un membre depuis l'année 1972. La Libye a travaillé sur la loi et elle a aussi essayé de rejoindre l'UNESCO et en se basant sur l'étude de l'année 2006 de PETZ, l'UNESCO, dans la recommandation de Vienna ou dans le mémorandum de Vienna, en se basant sur la définition historique et architecturale et avec la recommandation de l'année 1976 en relation avec la préservation des sites archéologiques dans les zones urbaines, la préservation des installations, des bâtiments a une importance cruciale, mais avec les changements en termes d'urbanisme qui a eu lieu récemment, a un impact négatif sur la vieille ville de Tripoli. L'identité historique est très importante, mais on doit prendre en compte la préservation du patrimoine culturel et des sites historiques. La préservation euh, des sites historiques des villes est très important. Cela représente un lien avec les anciennes sociétés, avec les sociétés modernes et actuelles.
la présence d'une approche moderne géographique en utilisant Google Earth et avec l'utilisation des nouvelles technologies nous aide vraiment à vraiment préparer ou à lister inconvénients de cela en se basant sur la loi de 1995. Et au cours des années 70, il y a eu quelques modifications dans l'ancienne ville du Tripoli et cela a causé un encombrement et le gouvernement a décidé d'ouvrir de nouveaux chemins, de nouvelles rues et ruelles pour qu'ils puissent trouver une solution aux embouteillages et cela a divisé le quartier Belkhir à deux zones. Et là, vous pouvez voir le quartier Belkhir et euh, la différence entre rue Mortar et rue Baïda avant les travaux qui ont eu lieu en 2022 et avec la démolition de plusieurs bâtiments. Là, vous pouvez voir la démolition de plusieurs immeubles et cela démontre une nouvelle un niveau bâtiment avec 12 étages et cela représente un inconvénient pour le côté esthétique de la vieille ville. Les nouveaux travaux qui ont eu lieu au niveau du quartier Belkhir a un impact négatif sur l'identité culturelle et le patrimoine du quartier Belkhir. Et on peut rajouter aussi à cela les activités qui ont eu lieu au niveau de rue Omar el-Mokhtar ont eu un impact négatif sur tout ce qui est historique avec l'installation de nouveaux bâtiments de plusieurs étages et qui a touché le côté esthétique de ce patrimoine. Cette étude démontre les dangers sur les anciennes villes en Libye en général, pas uniquement avec le quartier Belkhir. Et cela nous engage à essayer et de mettre en place un nouveau système pour préserver les installations historiques et les sites historiques dans les zones urbaines. Et nous pouvons continuer à travailler sur la préservation du patrimoine culturel en Libye et urbain. Les travaux qui ont lieu en 1970 et les mouvements sociétaux ont démontré un manque de conscience de la part de la société libyenne envers la préservation des sites archéologiques et au lieu de considérer cela comme étant une propriété, nous avons considéré l'agglomération urbaine comme étant une priorité dans notre planification et dans notre stratégie nationale. La situation de la Libye et de la situation archéologique en Libye en 2011 était très critique et même dans la période de paix avait également des répercussions sur les musées. Et je vais présenter les différentes situations et quels sont les enjeux majeurs auxquels les musées sont en train de faire face. Il est très important de disséminer euh, la sensibilisation et la sensibilité autour de l'importance des musées. Je vous présente maintenant la liste des musées qui ont été créés avec leurs dates respectives. Il est très important de voir que le musée le plus ancien remonte à l'époque colonisation britannique. Ensuite, nous avons eu également des problèmes de préservation en matière de patrimoine culturel pendant la Deuxième Guerre
mondiale, en 1999, lors de la révolution de 1999, il y a eu des musées qui ont été créés. Les musées libyens font partie du patrimoine historique dans le monde entier parce que cela nous permet d'avoir plusieurs informations sur les différentes civilisations successives à travers l'histoire, en passant des Grecs dans l'est de la Libye, en passant par les Phéniciens en Libye, passant par les ruines romaines en Libye. Et nous avons plusieurs ruines, plusieurs patrimoines ou plusieurs éléments du patrimoine culturel de plusieurs civilisations, y compris la civilisation des chrétiens, la civilisation musulmane. La, nous avons plusieurs actions et forces qui ont marqué et qui ont laissé des traces et des séquelles. Nous avons plusieurs poteries, plusieurs photos, plusieurs dessins, plusieurs statues qui concrétisent et qui montrent l'ampleur des traces et des ruines qui ont été laissées en Libye. La situation de la Deuxième Guerre mondiale a eu des répercussions sur le patrimoine culturel de la Libye et plusieurs forces armées ont entré dans l'est de la Libye à maintes reprises pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment les forces des Alliés. Je vous montre quelques photos qui ont été diffusées par les Italiens qui montrent l'entrée des forces des Alliés en 1941. Dans l'est de la Libye, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous montre quelques exemples du musée historique de Cyrène. Et nous avons plusieurs exemples dans d'autres musées historiques de la Libye. Nous avons le musée de la ville de Sousse et autres. Nous avons beaucoup de pertes. Nous avons enregistré beaucoup de pertes en matière de ruines et de patrimoine culturel qu'on a perdu à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons enregistré également une dégradation et beaucoup de pertes à cause de la révolution de 2011 en Libye et plusieurs musées ont eu beaucoup d'impact par rapport à cette révolution. Et en même temps, nous avons enregistré également une préservation importante en matière de patrimoine pendant cette période. Je vous montre quelques photos du musée de la ville de Sousa et cela montre quelques éléments de poterie grecque qui a été pillé dans le musée de Sousa en mai 2011. À Sirte, à Sirte, nous avons une situation assez particulière. C'est un musée qui a été envahi par Daesh, par l'État islamique en 2014, de 2014 jusqu'à 2016, de telle sorte que ce musée a été transformé à un dépôt d'armes et de munitions. Le musée de Beni Walid a été impacté également à cause de la guerre qui a été entamée en 2011 et il y a eu beaucoup de luttes avec les révolutionnaires et ceci a eu un impact très important sur le musée. Et en 2011, en 2013, en 2016, il y a eu beaucoup d'objets qui ont été pillés, qui ont été euh, perdus et les objets pillés s'élèvent à 149 pièces. Il y a plusieurs statues également qui ont été pillées et volées. Pour Misrata, le musée a été pillé également en octobre 2011. La plupart des objets volés sont des
monnaie en argent, en or. Il existe également quelques éléments de poterie, ainsi de suite. Mais la plupart des vols ont été des monnaies. À, à Mosrata, en 2014, nous avons eu le statut de Cerabris qui a été volé, mais après l'acte de vol de 2 mois, cet objet a été récupéré. Le musée de la Libye, qui est au centre des opérations des forces militaires de Kadhafi lors de la libération de Tripoli, il est devenu euh, un centre pour les opérations militaires des forces de Kadhafi, et ceci a impacté les équipements, les outils qui étaient à l'intérieur. Et plusieurs objets ont été volés également, mais ils ont été récupérés par la suite. Après les actions ou les émeutes de 2011 et de 2013, plusieurs musées euh, ont été laissés vides, ont été vidés, que ce soit dans la partie est, dans la partie sud, pour protéger ces musées. Et voici une image pour illustrer le vidange qui a été effectué pour ces musées. Après 2011, les musées libyens ont souffert énormément et les musées sont très mal répartis sur l'espace géographique. Les villes principales telles que Benghazi n'ont pas une répartition géographique équitable par rapport aux autres régions. Il y a des régions dont les musées sont très denses et il y a d'autres régions qui n'ont pas de musées. Nous avons également quelques musées qui ont été construits et bâtis sur des zones inadéquates et inappropriées. Il existe quelques musées qui ont été transformés, ou quelques zones ou quelques bâtiments qui sont d'origine italienne qui sont transformés en des musées, bien que cela n'était pas vraiment approprié comme bâtiment. À Tripoli, par exemple, nous avons quelques bâtiments qui ont été transformés en des musées, bien que les bâtiments n'étaient pas appropriés, n'étaient pas adaptés. Il y a une souffrance énorme. Dans la plupart des musées, les règles principales constitutives pour les musées étaient inexistantes. Et dans la plupart des musées, il existe plusieurs manquements, beaucoup euh, beaucoup de lacunes dans plusieurs musées. Il y avait pas assez de protection. Il manque plusieurs éléments importants pour la communication, pour les touristes. Plusieurs musées, à cause de leurs bâtiments très anciens, n'ont pas les installations nécessaires pour les visites des touristes, des gens. La plupart des musées que nous avons en Libye ont beaucoup de points négatifs. À cet effet, il faut absolument restaurer ces musées parce que ces musées ne contiennent pas des programmes de sensibilisation, des programmes d'éducation. Désormais, il existe plusieurs musées qui ont entamé des programmes de sensibilisation et d'éducation, mais ceci n'est pas basé sur des bases académiques fluides. La plupart des musées sont fermés à cause des conditions qu'ils ont subies et que nous avons citées déjà. Un petit musée a été bâti dans une nouvelle zone. Il y a un projet de construction d'un musée. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement. Il y a notre projet de restauration d'un musée
qui a été fermé, qui est le Musée national de Tripoli. Nous avons déjà mentionné les musées qui souffrent énormément en Libye. Et en dépit de ces souffrances, nous pouvons aller de l'avant. Il faut essayer de respecter les conditions et les normes de mésographie, les normes scientifiques des musées. Il faut qu'il y ait des commissions, des spécialistes. Il faut avoir des sessions de formation pour les personnes qui vont s'occuper de ces musées. Il faut qu'il y ait une législation qui est mise en place pour régir la gestion et le mode de fonctionnement de ces musées. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir accueilli et de m'avoir invité pour présenter mon exposé aujourd'hui. Mon projet porte sur l'archéologie maritime dégradée en Afrique du Nord. Nous avons utilisé plusieurs techniques telles que l'imagerie et nous avons également essayé de traiter plusieurs questions. Je vais aborder deux composantes principales. Tout d'abord, je vais souligner l'enquête qui a été menée dernièrement dans le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Par rapport aux menaces liées au changement climatique, nous avons plusieurs manifestations qui ont émergé dans la région de MENA. De plus, nous avons plusieurs euh, ouragans, tels que l'ouragan de Daniel, qui a frappé la Libye et la ligne de côte l'année dernière. Vous allez revenir à quelques décennies en arrière, vous allez trouver qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la scène que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous avons remarqué beaucoup de traces d'érosion dans plusieurs zones depuis le 19e siècle et cela se continue, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il existe plusieurs sites côtiers sur les ports romains et ainsi de suite. Nous pouvons aujourd'hui utiliser plusieurs imageries de Google et de plusieurs autres outils tels que DSAS, Digital Shoreline Analysis System, et Google Earth Engine pour nous montrer le changement et l'érosion qui a eu lieu depuis les dernières décennies, de 2000 jusqu'à 2010. Nous pouvons prendre des photos également ou constater à travers les photos les changements qui ont eu lieu. À ce point, il est très important de souligner les travaux d'enquête qui ont été réalisés. Nous allons nous focaliser sur par la méthode de système d'information géographique qui nous montre la différence entre les derniers stades temporels ou entre différentes périodes. Nous pouvons noter un changement qui est souligné à travers plusieurs couleurs. Nous avons pris trois mesures différentes qui sont calculées. Nous avons trois couleurs qui sont adoptées, la couleur bleue, la couleur jaune et la couleur rouge. La couleur rouge montre le retrait. La couleur jaune n'est pas certaine. La couleur bleue montre un stade avancé. Au cours de la dernière décennie, nous pouvons voir trois niveaux différents. Si nous allons faire une comparaison entre les trois photos, vous allez voir qu'il y a un changement qui est perpétuel à grande vitesse. Nous pouvons voir également que la localisation de la plage est différente. Nous pouvons voir que
La concentration de l'érosion est basée sur la partie ouest. Alors, maintenant que nous avons déjà cette idée sur ce qui s'est passé pour décider qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous allons essayer de comprendre comment ceci pourra changer dans le futur. Nous pouvons utiliser le DSAS sur 10 à 20 ans dans l'avenir pour faire des prévisions sur ce modèle, pour voir quelle est l'ampleur et quelle serait l'ampleur de l'érosion qui pourrait avoir lieu dans cette zone. Nous pouvons incorporer des projections des modèles globaux, mais la plupart des sites n'ont pas été excavés. Et nous pouvons voir que ces lignes seront affectées et touchées si l'érosion va suivre avec la même étendue et la même vitesse. Nous avons développé ce modèle pour, pour observer le taux actuel, les scénarios possibles dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2040? Qu'est-ce qui pourrait avoir lieu? Et nous pouvons voir qu'est-ce qui pourrait se passer en 2040 et quelle est l'étendue de l'érosion en 2100 et en 2100. Nous avons plusieurs scénarios. Le meilleur scénario, le scénario moyen et le scénario pire. Nous avons, nous avons constaté que le niveau de l'eau va augmenter, va s'élever et que ça va envahir le sol. Et il existe plusieurs parties qui doivent être interrogées et remises en cause. Et pourquoi est-ce que ceci est en train d'avoir lieu en premier lieu? Et il est possible que l'érosion sera accélérée en 2050. Et en 2050, nous allons une accélération du niveau de l'avancement de l'eau et de là, le niveau d'érosion. Alors, il est très important de voir quelles sont les raisons derrière ce changement. Plusieurs changements sont dus aux activités humaines ou, ou, euh, ou à des problèmes qui sont causés par l'être humain. Et qu'est-ce que cela va produire? L'urbanisation est une autre paire de manches. Là, nous avons également les constructions qui sont très denses dans les zones urbaines et l'urbanisation qui a envahi plusieurs superficies et plusieurs surfaces. Les actions humaines ou les activités humaines ont augmenté la vulnérabilité du sol quant au changement climatique. Maintenant, nous avons un changement climatique qui a été observé de l'espace et nous allons essayer de souligner quelques impacts sur les sites qui ont été frappés par l'ouragan de Daniel. Et il y a eu tout d'abord des précipitations très élevées. La tempête de Daniel a été générée par un autocyclone, par un cyclone qui a été observé en Méditerranée et qui a été croisé avec cette tempête qui a eu une force dévastatrice dans la région. C'était un phénomène naturel très, euh, très impressionnant et qui a été généré d'une part par le changement climatique. Voici quelques images satellitaires qui ont été prises qui montrent la situation en 2021. Cela montre la vulnérabilité de ces zones et jusqu'à quel point le niveau de
de l'eau a augmenté pendant une courte période de temps. En 2023, nous avons enregistré plusieurs, plusieurs imageries qui montrent le degré d'érosion, le degré euh, de, euh, euh, d'envahissement de l'eau par rapport à la Terre. Et nous avons plusieurs éléments que nous pouvons voir très clairement sur ces trois photos. Il existe plusieurs préoccupations quant à ces phénomènes et nous pouvons voir les raisons pour lesquelles il y a eu ces phénomènes. Ici, nous pouvons voir plusieurs photos qui remontent à la même période et d'autres qui montrent les mêmes endroits dans des périodes différentes. Nous pouvons voir que nous avons une partie de construction qui ont été envahies par la mer. Même pour le reste, nous pouvons voir que le degré d'érosion a été élevé et que le niveau de ruissellement a été augmenté. Il est très important de voir les destructions qui sont causées jusqu'à présent et cela nous permet de prédire le futur ou d'avoir des prévisions sur le futur et qu'est-ce qui pourrait se passer. Nous avons essayé de repérer quelques éléments d'archéologie et pour révéler quelques prévisions dans le futur. J'espère que j'ai pu vous donner un aperçu sur le travail que nous faisons et que nous menons pour avoir une idée sur les impacts qui sont générés par le changement climatique. En guise de conclusion, les évaluations de changement euh, du côte ou de la côte ou du littoral démontrent qu'il existe beaucoup de différences entre les sites dans les différentes périodes. Les régions qui sont présentes à Tokra et à Tolmaïs, il existe une magnitude de changement qui dépend du type de site, de la topographie du local, de la géologie, du régime, de, de vagues et des changements climatiques. Ce n'est pas en effet le seul problème. Il y a également des actions humaines qui ont altéré, qui ont détruit et qui ont exacerbé également les impacts du changement climatique. On ne peut pas probablement sauver tous les sites, mais nous pouvons préserver ces sites pour les générations futures. Je vous remercie énormément pour votre attention. Notre première question pour Dr. John, qui ne serait pas présent pour répondre maintenant. Je vais lire la question. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'aperçu sur les fonctionnalités quotidiennes pour le modèle de projet AFCP? Qu'est-ce qui a bien fonctionné avec cette structure organisationnelle? Y a-t-il des tensions inattendues que cette approche a révélées et que vous avez ensuite pu mieux gérer en équipe? Nous avons trois questions totales dans cette partie. Ce sont des questions posées. Est-ce que vous souhaitez que je continue à lire les questions? Docteur Ahmed? Nous avons deux questions pour Docteur Mufter, une en arabe, une en anglais.
Je vais lire la question. Il est très encourageant d'apprendre que les autorités locales de Vlietten ont demandé aux carrières de fournir des informations plus détaillées sur les limites géographiques de leur activité afin de mieux protéger les sites archéologiques à proximité. Depuis que cette enquête et cette évaluation de risque a été réalisée, voyez-vous des signes indiquant que les propriétaires de carrières ont modifié leurs pratiques pour le mieux, c'est-à-dire en offrant davantage de protection aux sites archéologiques? Ce sont des questions qui ont été posées à Dr. Moster. Nous allons céder la parole à Dr. Moster pour répondre à ces questions. Ensuite, nous allons passer à la question suivante. Dr. Moster. Bonjour. Merci beaucoup, Ahmed et Raïda, pour cette excellente modération. En effet, jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire 2023, je peux me rappeler que nous étions dans nos bureaux archéologiques ou à l'office archéologique et nous avions plusieurs inspecteurs dans l'office archéologique de Britain qui ont mené des visites sur terrain. Et il y avait des sociétés qui ont cherché des localisations, de nouvelles localisations pour pratiquer leurs activités d'extraction de carrières. Et tout le monde s'est mis d'accord que ceci devrait être réalisé dans un endroit approprié, loin des zones archéologiques. En 2024, nous n'avons pas encore eu d'informations par rapport à ceci. Nous travaillons davantage et nous travaillons encore sur cela pour éviter que les sites archéologiques soient dégradés. Merci beaucoup, Dr. Moster. Merci beaucoup. Nous avons une question en arabe, Dr. Moster. Le troisième orateur, c'est Dr. Moster. C'est Dr. Ahmed Bouzayen. Nous allons passer maintenant à la question qui a été posée à Dr. Ahmed. Nous avons la question qui a été posée en arabe pour Dr. Ahmed. Je vais le lire. Nous avons notifié que Dr. Fatah, et je vais le lire en arabe, comme on peut le voir sur l'écran, mais déjà en arabe. Nous avons remarqué dans le graphique que la production d'huile d'olive dans la région de Sénégal est supérieure à celle de la région de Céranique. Cela est-il dû à l'intérêt des Romains pour la culture de l'olivier, contrairement aux Grecs, suite à l'adhésion de la Céranique à l'Empire romain, à une époque postérieure à la région tripolitaine? Ce n'est pas vraiment facile de répondre à cette question. Dans cette région, c'est une région qui a été très célèbre pendant la zone romaine, mais il n'existe pas de preuves archéologiques de cela. Ça n'existe pas, c'est pour cette raison que ce n'est pas facile de répondre à cette question, parce que nous n'avons pas de preuves archéologiques, mais des claires. Dans la période tripolitaine, la production d'huile d'olive était très prospérée, était très prospère. Et cela ne nie pas que la céramique, la région de la céramique était également un grand producteur de huile d'olive, mais pas au même niveau ou au même degré que l'autre région. Juste
C'est Je juste pour peux vous rappeler aux rappeler que vous personnes pouvez poser des s'ils questions peuvent sur les poser questions et des les questions au réponses. niveau de box questions-réponses. La deuxième question, c'est pour adresser à Docteur Aïda. Et est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de débat public en relation avec la création d'une nouvelle rue au niveau du quartier Belkhir et avec le construction de bâtiments de 12 étages? Est-ce qu'il y a eu un débat ou une négociation avec le côté gouvernemental dans ce sens? Ada, prière d'ouvrir votre microphone, s'il vous plaît. Nous avons parlé de plusieurs périodes. Le projet des années 70, au cours duquel, au cours du régime de Kadhafi, et maintenant en 2022, le quartier Belkhir et d'autres projets dans cette zone ont eu lieu, ont lieu maintenant sous l'administration. Je ne veux pas dire qu'il s'agit des décisions autoritaires, mais il n'y a pas de participation en relation avec la planification urbaine, parce qu'il y a des parties prenantes qui n'ont pas une idée sur leurs prérogatives. Les autorités, parfois, arrête le travail au niveau du Tripoli. Je pense que c'est le problème crucial et principal parce que cela engendre beaucoup plus d'encombrement et maintenant les autorités essayent de trouver des moyens pour alléger ce type d'embouteillage et ce type d'encombrement. La solution, c'est de sensibiliser la société parce que la situation en Libye manque beaucoup plus de sensibilisation et de prise de conscience en relation avec les engagements qui doivent être pris par la Libye comme étant un gouvernement ou un État. Plusieurs personnes n'ont pas une idée sur l'importance de la protection de ce genre de zone historique. Plusieurs personnes n'ont pas une idée sur l'importance de ce travail et ils n'ont pas ils n'ont pas, on n'a pas cela au niveau des programmes et des cursus de notre éducation dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, partout en Libye. Les écoles en Libye et les programmes de formation et les institutions qui sont supposées travailler sur cela ne jouent pas leur rôle adéquat. Celui qui signe les décisions ou sont les autorités parce qu'ils ont la capacité de le faire. Et cela est sous l'égide de la loi, et ce qui est stipulé par la loi. Maintenant, on va parler du rôle des citoyens, de la société, qui jouent une partie prenante cruciale au niveau de la société. Nous savons tous qu'ils doivent jouer un rôle positif et efficace dans ce sens. Et travailler sur ce domaine nous mène vers un rôle minime de l'État. Les autorités ne jouent pas leur rôle d'une façon adéquate dans la sensibilisation, dans l'éducation des citoyens et expliquer leur rôle et leur donner euh, beaucoup plus d'importance. Alors, cela est considéré un point très important et les autorités libyennes doivent prendre cela en compte. Merci beaucoup, Aïda. Je pense que nous devons donner cette idée aux autorités libyennes
Maintenant, là, c'est une question qu'on a eue de la part d'un anonyme, du personne anonyme. C'était en relation avec l'étude qui a été faite au niveau de la côte de Barca après la tempête Daniel et tout ce qu'on a eu comme dégâts au niveau de la côte en Libye. En ce qui concerne cette étude qui a été faite, en ce qui concerne les données, nous avons pensé, est-ce qu'on a besoin d'une protection immédiate? Et nous pouvons avoir certaines... On a un travail à faire pour réaliser cela. Merci beaucoup. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions Livreur? à poser? Il existe une question pour Ahmed? Eugénie, si vous souhaitez lire. Donc, si vous voulez lire, c'est seulement... Il y a des solutions réelles, réalistes. Il existe d'autres questions. Si vous souhaitez les lire vous-même ou si vous voulez, je peux les lire. Il y a une question pour Dr Khaled. Nous allons céder la parole à Monsieur Khaled. Certains musées ont pu réussir à avoir quelques programmes à temps, alors que d'autres musées restent fermés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des efforts déployés et nous montrer comment est-ce qu'on pourrait étendre ces efforts pour faire avancer les choses? Docteur Khaled, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, docteur Khaled, vous pouvez commencer? On vous entend parfaitement. Docteur Khaled, vous m'entendez? Vous parlez de la question de Dr Aïda. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de... Nous avons déjà répondu à cette question déjà. Mais nous avons plusieurs autres questions. Vous m'entendez? J'avais un problème de son. J'aimerais bien. Je ne suis pas un responsable au niveau des autorités du patrimoine, mais en Libye, nous avons besoin des musées, un bon leadership, une bonne gouvernance qui a en tête l'importance des musées. Et en réalité, la plupart de nos musées sont des musées archaïques qui ne sont pas à l'air du temps et qui ne répondent pas aux besoins réels de la... nous avons besoin de musées modernes qui seront en relation avec la protection. La protection est très importante et
on doit prendre en compte plusieurs aspects et mettre en place une stratégie à long terme, à court terme et à long terme pour qu'on puisse créer des musées dans plusieurs villes mais la réalité des musées aujourd'hui ont besoin du développement et ils ont besoin d'une nouvelle de reconstruction, renouvellement, réaménagement et pour aussi recruter des cadres scientifiques qui vont travailler sur les musées. Et ce type de cadres seront les spécialistes pour mettre en place des stratégies. Mais nous avons des techniciens ou des scientifiques avec une petite expérience et c'est le sujet crucial et principal. Le gouvernement libyen doit dépenser, avoir un budget sur la création des musées et aussi demander de l'aide des organisations internationales qui travaillent pour qu'ils puissent avoir une activité des musées à l'ère du temps, une nouvelle activité pour qu'on puisse avoir un message scientifique très puissant pour qu'on puisse protéger notre patrimoine. Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des solutions, solutions réelles? Et est-ce qu'on peut partager cela avec vraiment les experts? Les experts est un problème, et même au niveau des lois. Si nous parlons, s'ils disent que quel type de corps de métier celui qui doit prendre en charge cela? Le problème, c'est en relation avec les autorités. Les autorités, quel type d'identité sommes-nous en train de parler? Et si nous regardons les différentes études qui ont été menées sur terrain, par exemple, des études qu'ils ont menées aux États-Unis. Plusieurs personnes ne sont pas conscientes des nouvelles tendances et en relation avec ce genre de thématique. Ce genre de thématique n'est pas facile, mais ce n'est pas difficile. Cela pourrait être géré dans un axe de 2 ans pour qu'on puisse avoir un résultat avec une équipe professionnelle qui serait spécialiste dans les éléments techniques. Ils vont trouver des solutions pour gérer toutes les composantes qui sont en relation avec ces installations et ces sites en particulier. On va pas mentionner les autorités compétentes. On doit travailler sur le renforcement des capacités d'autorité pour qu'on puisse gérer ces sites-là. Une autre question? Nous avons d'autres questions pour vous, Aïda. C'est une question anonyme. Je vous remercie pour votre présentation qui était vraiment très riche. Est-ce que les producteurs sont inclus dans votre recherche? Une réponse pour deux. Je vais essayer de comparer d'autres expériences et je vais essayer de partager cela avec Tripoli. Et dans l'huile d'olive, ce type d'industrie, je n'ai pas très bien étudié ces nouvelles installations modernes et je n'ai pas essayé de les comparer avec les anciennes industries d'huile d'olive. Il y en a ceux en Tunisie, Britannia et d'autres régions. Merci. Il y a une question pour Dr. Nichols. Je ne sais pas si cette question a été posée auparavant ou pas. La question a été présentée par Dr. Nicolas.
Nicolas, je pense. Il y a plusieurs questions, je m'excuse. Est-ce que nous pouvons travailler sur l'érosion? Est-ce que je peux répondre à cette question? Je, c'est une question d'une personne anonyme. C'est une question pour Dr. Nicolas. Merci pour cette présentation pertinente. Est-ce que c'est possible de tracer l'érosion caution? Vous avez mentionné des substances. Est-ce que vous savez combien de sites anciens qui ont été perdus au cours du XXe siècle? Oh, merci pour cette question. Certains sites ont été perdus au niveau du XXe siècle avec les tremblements de terre qui ont eu lieu à plusieurs reprises au niveau de Sunny, à Lyonia, et cela a eu lieu vraiment auparavant et à cause de l'érosion. La situation était vraiment au cours de cet XXe siècle. Le problème n'est pas nouveau. Euh, Nous avons perdu déjà plusieurs sites. Nous avons d'autres dangers que nous pouvons, et particulièrement l'agglomération urbaine, et cela représente un obstacle, un défi, et cela accélère le rythme, et cela va nous donner beaucoup plus de défis, des défis qui vont représenter en termes de contrôle. Il ne s'agit pas de quelques centimètres par année, mais s'il s'agissait de ce cas, nous pouvons gérer cela, mais c'est avec le changement climatique que nous avons, cela dépasse ce. Et par la suite, il y a une autre question en relation avec le fait d'essayer de tracer ou de suivre pour qu'on puisse faire face à à ce problème. Cela serait vraiment très difficile et très coûteux. L'élément clé, c'est de trouver sur des solutions au niveau de la côte. Sinon, construire un mur au niveau des sites pour arrêter, pour faire face aux vagues. Et c'est une solution, c'est la meilleure des solutions qui se semblerait efficace pour moi. Et il y a aussi le problème de la planification urbaine. La planification urbaine doit considérer, prendre en compte les sites archéologiques et aussi prendre en compte et considération les espèces marines. Le problème est énorme. C'est pour cela qu'on ne peut pas trouver une solution et c'est très coûteux. Il faut un budget particulièrement. Je pense que il s'agit d'une solution temporaire si nous souhaitons la prendre en compte. Nous avons des questions d'une personne anonyme. Nous avons déjà répondu à cette question. J'ai une question à moi-même. C'est une présentation très pertinente en termes des activités qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau du gouvernement, système gouvernemental libyen qui va permettre à ce type de résultats pour faire une meilleure mise en place ou implémentation? Je pense qu'on doit mentionner la préservation, la planification urbaine, les législations et la loi qui stipule le fait d'inclure les sites archéologiques ou dans les projets de planification urbaine. C'est là l'erreur principale. Ces zones-là doivent être protégées et ces projets-là ne doivent pas être tout autour de ces sites-là, même si dans la ligne
sur la ligne de ces sites-là devrait être une violation ou une fraude. Ces sites doivent être protégés. Il ne faut pas les inclure dans les plans de développement urbain. C'est la première chose à considérer. Deuxièmement, les autorités, ce que nous perdons, on ne sera pas en mesure de revenir en arrière. Cela serait périn et pour toujours. Nous sommes dans une situation critique pour qu'on puisse sensibiliser les citoyens et les autorités. On peut poser une question à Mohamed Ben Zayed. Je parle d'une deuxième question. Nous n'avons pas remarqué plusieurs types. Est-ce que vous pouvez expliquer cela en moins d'une minute? J'ai mentionné dans ma présentation, il n'y a pas une absence. Le problème avec les missions étrangères, la concentration sur les installations ou les buildings publics et avec l'absence des éléments industriels, des installations industrielles au niveau urbain. Merci pour l'explication finale de votre modèle. Vous avez parlé des activités. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités, des activités intrusives, agricoles, construction, là où qu'ils ont été appliqués à votre modèle? Quel type de présence? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai commencé en 2018 à distance avec Wadi Majr, dans la zone de Wadi Majr. Et je me suis j'ai localisé mes travaux au niveau du nettoyage de la terre ou pour d'autres activités diverses. Et pour le moment, cela paraît vraiment très visible et crucial. Nous pouvons gérer le processus à partir de cette théorie de développement au cours du temps. Depuis les des années 80, nous avons essayé de redoubler les ressources. Lorsque j'ai commencé à travailler sur terrain réellement pour vérifier les zones qui ont été menées par mes collègues du bureau de l'archéologie, j'ai confirmé avec l'équipe de l'enquête archéologique, nous avons trouvé plusieurs axes qui, avec une certaine confirmation, essayaient de créer la surface de la Terre se concentrer particulièrement sur une zone qui serait proche de la route principale pour faciliter
le transfert de ces matériaux vers une certaine usine, et il y avait 3 usines, 3 cimenteries qui étaient vraiment proches de cette zone et qui utilisaient ce type de ressources. Cela représentait un avantage aussi. Des terres agricoles, au-delà des activités agricoles traditionnelles. Il y a quelques dangers ou quelques menaces, mais les menaces les plus importantes, le plus grand danger, est-ce qu'on peut rajouter une question ou une question de la part de Youssef Rouil pour Dr Aïda, la protection de la zone. Comme je vous ai mentionné, on doit revenir vers les lois. On doit avoir des lois. Donc, on doit suivre. Donc, la loi est engagée engagée envers les les lois. On doit sensibiliser les citoyens parce que nous avons beaucoup perdu. Derna était une catastrophe et on doit protéger les installations. Mais on doit avoir un engagement sérieux de la part de... On va prendre 2 autres questions et va conclure. De la part de Abdelhafiz Msalleti, est-ce que les industries d'huile à Kumbaka, je parle du... Excusez-moi, Ahmed, malheureusement, je pense que je n'ai pas pu bien vous écouter parce qu'il y a eu des interruptions. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je ne pouvais pas vous entendre parce qu'il y a des interruptions sur votre voix. Est-ce que vous pouvez m'entendre? On pourra peut-être préserver la question et la poser par la suite. Si vous avez bien entendu la question, vous pouvez la partager avec Ahmed. Voici la question qu'on a posée à Dr Ahmed Bouzaïen. Nous vous remercions pour cette initiative. Est-ce que l'huile d'olive dans la zone de Siranaïs nous a donné une preuve claire de la production de l'huile d'olive pour en bénéficier au niveau local et pour l'exportation également. C'est préparé, c'est principalement prévu pour la localisation, pour la préparation, pour la consommation locale. Il y a une question en français, mais malheureusement, on ne peut pas la lire. Malheureusement, on ne peut pas lire la question qui est posée en français. Peut-être qu'on va essayer d'envoyer une réponse par la suite à la personne qui a posé la question. Je voulais remercier Madame Aïda pour votre aide, pour votre assistance. Merci beaucoup à SOR pour cette opportunité pour tenir cette réunion. Je me remercie tous les participants, tous les orateurs. Je veux remercier tout le monde. En guise de conclusion, j'aimerais étendre les remerciements à chacun d'entre vous, encore une fois, pour votre participation active et pour votre contribution efficiente. Merci beaucoup pour votre engagement. Nous avons très hâte de continuer cette exploration et cette découverte avec vous dans le futur.
Merci beaucoup et à la prochaine. On se voit bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Encore une fois, je voulais vous remercier chacun d'entre vous. Merci pour tous les orateurs, tous les conférenciers, tous les participants. Merci beaucoup pour toutes les informations riches que vous avez présentées. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre demain et après-demain lors de notre webinaire. Nous allons avoir des conversations sur le Maghreb et sur le Sahara. Merci beaucoup encore une fois et au revoir.